À Yopougon, une femme accusée de sorcellerie après avoir perdu cette grossesse voit sa vie basculer le jour où elle découvre un bébé abandonné sur les rives de la lagune ébriée. Rejetée par son mari, humiliée par le quartier, Aya n'imagine pas que cet enfant va changer son destin et révéler une vérité que personne n'était prêt à entendre. Cette histoire africaine poignante parle de stérilité, de rejet, de trahison, mais aussi de courage, de maternité et de bénédiction cachée. Reste jusqu'à la fin, car ce que la vie a détruit chez Aya, elle va le reconstruire d'une manière totalement inattendue. Yopougon se réveillait chaque matin dans le bruit des klaxons, des vendeuses de bouillie qui appelaient les passants, des enfants qui couraient pieds nus entre les maisons serrées les unes contre les autres, et au milieu de cette agitation permanente vivait Aya, une jeune femme dont la beauté tranquille contrastait douloureusement avec la vie rude qu'elle avait toujours connue. Aya était orpheline depuis l'enfance, élevée chez un oncle qui faisait de son mieux sans jamais vraiment remplacer l'amour de parents disparus trop tôt, et c'est dans cette maison modeste qu'elle avait appris très jeune à se battre en silence, à étudier la nuit à la lumière d'une ampoule faiblissante, à croire que le travail honnête finirait toujours par payer. Contre toute attente, malgré la précarité, malgré les moqueries de ceux qui disaient qu'une fille sans parents n'irait jamais loin, Aya avait obtenu une licence en économie, un diplôme qu'elle tenait entre ses mains comme une promesse de jours meilleurs. C'est peu de temps après qu'elle avait rencontré Kofi. Kofi était un jeune homme simple, respecté dans le quartier, employé dans une petite entreprise, pas riche mais travailleur, et au début leur amour avait été fait de rires discrets, de projets murmurés le soir, et d'un espoir partagé que la vie finirait par leur sourire. Ils s'étaient mariés sans faste, dans une petite cérémonie entourée de voisins curieux et de quelques membres de la famille, et Aya se souvenait encore du jour où Kofi lui avait pris la main en lui disant doucement « Aya, tant que nous sommes ensemble, tout ira bien ». Elle avait voulu le croire de toutes ses forces. Ne trouvant pas immédiatement de travail après ses études, Aya avait décidé de ne pas rester les bras croisés. Avec ses maigres économies, elle avait ouvert une petite boutique de friperie au coin d'une rue poussiéreuse de Yopougon où elle vendait des vêtements soigneusement lavés et repassés, accueillant chaque cliente avec un sourire sincère. Peu à peu, la boutique était devenue une aide précieuse pour le foyer, et Aya participait aux dépenses, payait parfois l'électricité, complétait la ration de nourriture, fière de ne pas être un poids pour son mari. Mais le bonheur, fragile, n'avait pas tardé à se fissurer. La première grossesse avait été accueillie avec des chants et des bénédictions, les voisines caressant le ventre d'Aya en murmurant des prières, sa belle-mère promettant déjà des noms et des fêtes. Puis, un matin, sans prévenir, le sang, la douleur, l'hôpital, et le silence lourd du médecin qui baissait les yeux. « Désolé, vous avez perdu l'enfant ». Aya avait pleuré, mais on lui avait dit que ça arrivait, que ce serait pour la prochaine fois. La deuxième grossesse avait suivi, puis la troisième, et encore la perte, toujours plus douloureuse, toujours plus incompréhensible, jusqu'à ce que les murmures commencent à remplacer la compassion. En 4 ans de mariage, Aya perdit cette grossesse, et à chaque fois, une partie d'elle s'éteignait un peu plus. Dans le quartier, les regards changèrent. Les salutations devinrent froides, certaines femmes détournaient le regard lorsqu'elle passait, d'autres chuchotaient derrière son dos, croyant qu'elle n'entendait rien. Cette femme-là n'est pas normale. On dit qu'elle mange ses enfants avant qu'ils ne naissent. Ce genre de femme attire le malheur dans une maison. Aya rentrait souvent le soir avec la gorge nouée, les larmes coincées derrière les paupières, répétant à elle-même qu'elle n'avait rien fait de mal, que Dieu voyait tout, même si les hommes jugeaient sans savoir. Kofi, lui aussi, changea. Au début, il la défendait timidement, mais la pression de sa famille devenait chaque jour plus lourde. Sa mère venait souvent à la maison, s'asseyait sans un mot, soupirait longuement avant de lancer « Mon fils, une maison sans enfant est une maison morte. Tu es le seul garçon de la famille qui va porter ton nom ». Kofi restait silencieux, mais Aya voyait la distance s'installer entre eux, les regards évités, les nuits sans parole, et ce silence faisait plus mal que les insultes du quartier. Un jour, la vérité tomba comme une gifle. Kofi annonça, d'une voix hésitante mais ferme, qu'il allait épouser une seconde femme, Adjoa, une jeune femme pleine de vie, admirée pour sa fertilité supposée et soutenue par toute la famille. « Ce n'est pas contre toi, Aya, c'est la famille », murmura-t-il, sans la regarder. Aya ne cria pas, elle ne supplia pas, elle sentit simplement son cœur se fissurer en silence. À partir de ce jour, Aya devint une étrangère dans sa propre maison. Lors des mariages du quartier, on l'évitait soigneusement, certaines femmes murmurant qu'elle portait malheur, et même les enfants semblaient avoir appris à garder leur distance. Quand Adjoa entra officiellement dans la maison, les rires revinrent, mais ils n'étaient plus pour Aya. Chaque soir, seule dans un coin de la cour, Aya se demandait comment l'amour avait pu se transformer en rejet, comment une femme pouvait être réduite à son ventre, et comment la douleur pouvait être aussi profonde sans laisser de traces visibles. C'est ainsi que commença pour Aya une longue traversée de solitude, de honte imposée et de silence, dans un quartier où autrefois elle rêvait simplement d'être heureuse. Et sans le savoir, cette chute douloureuse n'était que le début d'un destin bien plus grand. Après les humiliations silencieuses, après les regards lourds de soupçons et les nuits passées à pleurer sans faire de bruit pour ne pas déranger, Aya avait fini par trouver refuge dans un endroit que presque personne n'osait fréquenter, un lieu calme et mystérieux situé loin de l'agitation de Yopougon. Les rives isolées de la lagune ébriée. Chaque matin très tôt,
avant que le soleil ne s'impose avec sa chaleur écrasante, Aya quittait la maison sans un mot, marchant lentement sur les routes encore humides de rosée, laissant derrière elle les murmures du quartier et le poids des jugements, pour aller s'asseoir au bord de l'eau, là où le silence semblait enfin l'écouter. La lagune avait toujours exercé sur elle une étrange attraction. L'eau était calme, presque immobile, reflétant le ciel comme un miroir fragile, et lorsque le vent se levait doucement, de petites vagues venaient caresser la berge avec une régularité apaisante, comme si la nature elle-même murmurait des paroles de consolation à ceux qui savaient écouter. Aya s'asseyait souvent sur une pierre plate, les pieds nus frôlant le sable humide, les yeux perdus dans l'horizon flou, et elle parlait parfois à voix basse, comme si l'eau pouvait comprendre ce que personne d'autre ne voulait entendre. « Pourquoi moi, Seigneur? Qu'ai-je fait pour mériter autant de douleur ?» murmurait-elle, les larmes glissant lentement sur ses joues. C'était le seul endroit où elle se sentait encore humaine, où elle n'était ni une femme maudite, ni une sorcière, ni une épouse inutile, mais simplement Aya, une femme brisée qui cherchait un peu de paix. Ce matin-là, quelque chose était différent. Le soleil tardait à se lever, enveloppant la lagune d'une lumière grisâtre, presque irréelle, et un silence inhabituel régnait sur les lieux, si profond qu'Aya pouvait entendre le battement de son propre cœur. Alors qu'elle s'approchait de sa pierre habituelle, un léger bruit attira son attention, un son faible, fragile, presque étouffé, comme un souffle tremblant porté par le vent. Elle s'arrêta net. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle doucement, la voix hésitante. Aucune réponse. Pourtant, le bruit se répéta, plus distinct cette fois, et Aya sentit une inquiétude mêlée de curiosité lui serrer la poitrine. Elle suivit le son jusqu'à un endroit où les herbes étaient plus hautes, presque couchées comme si quelqu'un était passé récemment, et là, au bord de l'eau, elle aperçut quelque chose d'inimaginable. Une petite forme, immobile, enveloppée dans une couverture claire, reposait sur le sol humide. Aya s'approcha lentement, le souffle court, craignant presque ce qu'elle allait découvrir, puis elle s'agenouilla, les mains tremblantes, et écarta doucement la couverture. C'était un bébé, une petite fille, encore toute neuve, à la peau éclatante, presque lumineuse malgré la fraîcheur du matin, les yeux à peine entr'ouverts, respirant faiblement, comme si elle luttait contre le monde qui venait tout juste de la rejeter. Le cœur d'Aya se serra violemment. « Mon Dieu, qui peut faire une chose pareille ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Elle posa instinctivement sa main sur la poitrine de l'enfant et sentit un battement fragile mais bien présent, et à cet instant précis, quelque chose se produisit en elle, comme une chaleur douce qui venait apaiser une douleur ancienne, comme si son cœur reconnaissait enfin ce qu'il avait tant attendu. La petite fille remua légèrement, laissant échapper un faible gémissement, et Aya, submergée par une émotion incontrôlable, la prit délicatement dans ses bras, la serrant contre elle comme si elle avait peur qu'on la lui enlève. « Chut, je suis là maintenant » murmura-t-elle, les larmes coulant librement. Autour d'elle, la lagune semblait étrangement paisible, l'eau reflétant la scène comme un témoin silencieux, et pendant un instant, Aya eut l'impression irréelle que le monde s'était arrêté pour les regarder. Elle pensa aux femmes du quartier, à leurs accusations cruelles, à ceux qui disaient qu'elle ne pouvait pas donner la vie, et elle sentit une étrange ironie lui traverser l'esprit, alors que tout le monde la condamnait, c'était au bord de cette eau redoutée que la vie venait de lui être confiée. Longtemps, Aya resta assise là, incapable de bouger, pesant le poids de cette décision qui venait de tomber sur elle sans prévenir. Devait-elle appeler à l'aide, aller prévenir les autorités, ou protéger cet enfant contre un monde qui l'avait déjà abandonné? La petite fille ouvrit les yeux pour la première fois, plongeant son regard calme dans celui d'Aya, et à cet instant précis, toute hésitation s'effaça. « Je ne te laisserai pas ici, jamais », dit Aya d'une voix ferme, comme si elle venait de faire un serment sacré. Elle se leva lentement, serrant l'enfant contre sa poitrine, et prit le chemin du retour, consciente que cette décision changerait sa vie à jamais, même si elle ignorait encore à quel point. Ce jour-là, au bord de la lagune ébriée, Aya ne trouva pas seulement un enfant abandonné. Elle trouva une raison de respirer à nouveau. Une lumière fragile, née de l'eau et du silence, qui venait éclairer l'obscurité la plus profonde de son existence. Et sans le savoir, en sauvant cette petite fille, Aya venait aussi de commencer à se sauver elle-même. Lorsqu'Aya rentra chez elle ce jour-là, le cœur encore battant et l'enfant serré contre sa poitrine, elle ne savait pas encore que ce pas qu'elle venait de faire, guidée par la compassion et l'instinct, allait provoquer l'un des plus grands bouleversements de sa vie. Le quartier de Yopougon, d'habitude si bruyant, sembla se figer à son passage. Quelques femmes assises devant leur maison cessèrent brusquement de bavarder lorsqu'elles aperçurent Aya marcher lentement, une couverture nouée contre elle, et leur regard, d'abord curieux, devint rapidement lourd, suspicieux, presque accusateur. Les murmures commencèrent aussitôt, glissant d'une bouche à l'autre comme un feu qui prend dans la brousse sèche. « C'est quoi encore ça? Vous voyez, je vous avais dit que cette femme cache quelque chose. » Aya baissait la tête, accélérant le pas,
tentant de se convaincre qu'elle n'avait rien à expliquer à personne, que seule la vie fragile qu'elle portait importait désormais. Lorsqu'elle franchit le seuil de la maison, Kofi était assis dans le salon, le visage fermé, visiblement agacé par son absence prolongée. Adjoa, sa seconde épouse, se tenait non loin de là, les bras croisés, observant Aya avec une attention glaciale. « Tu étais encore où depuis ce matin ?» lança Kofi d'un ton sec. Aya ne répondit pas tout de suite. Elle posa doucement le bébé sur le vieux canapé, prit une profonde inspiration, puis leva enfin les yeux vers son mari. « Kofi, j'ai trouvé cet enfant ce matin, au bord de la lagune. Elle était seule, abandonnée. Je n'ai pas pu la laisser là-bas. » Le silence qui suivit fut lourd, presque étouffant. Kofi s'approcha lentement, fixa le bébé quelques secondes, puis recula brusquement comme s'il venait de voir un serpent. « Tu es devenue folle » s'écria-t-il soudain. « Tu ne sais donc pas ce que tu fais ?» Adjoa laissa échapper un petit rire nerveux, avant de murmurer, suffisamment fort pour être entendu, « Les gens du quartier avaient raison. » Aya sentit son estomac se nouer. « Comment ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Kofi, désormais debout, se mit à faire les 100 pas dans la pièce, la voix de plus en plus dure. « Une femme qui perd toutes ses grossesses, qui traîne seule au bord de la lagune, et qui revient avec un enfant sorti de l'eau. Tu crois vraiment que je suis stupide ?» Aya sentit ses jambes faiblir. « Kofi, je t'en prie, c'est juste un bébé. Une innocente. » Mais ses paroles semblaient glisser sur lui sans l'atteindre. « Ce n'est pas un bébé ordinaire, » cria-t-il. « C'est un génie de l'eau. Un esprit envoyé pour finir ce qu'il a commencé. Tu veux détruire ma lignée, c'est ça ?» À ces mots, Adjoa hocha vigoureusement la tête, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. « Depuis qu'elle est ici, rien ne va. » ajouta-t-elle. « Et maintenant ça ?» Kofi, ouvre les yeux. Aya sentit les larmes monter, mais cette fois, ce n'était plus seulement la tristesse, c'était une douleur profonde, une blessure d'injustice. « Pendant 4 ans, j'ai souffert en silence. » dit-elle d'une voix brisée. « J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai espéré, et aujourd'hui, quand Dieu met une vie sur mon chemin, vous me traitez comme un monstre. » Mais le mot Dieu sembla mettre Kofi encore plus en colère. « Ne prononce pas le nom de Dieu ici, hurla-t-il. Tu as attiré le mal dans cette maison. Et moi, je ne veux plus de ça. » Il se tourna vers la porte, l'ouvrit brusquement et la désigna du doigt. « Prends cette chose et sors d'ici. Tout de suite. » Aya resta figée, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. « Tu me chasses ?» Kofi la regarda sans aucune émotion. « Je ne t'aime plus, Aya. J'ai déjà une femme qui peut me donner des enfants. Va-t'en. » Ces mots furent plus douloureux que toutes les accusations du quartier réuni. Aya s'approcha lentement du canapé, prit le bébé dans ses bras, et à cet instant, la petite fille se mit à pleurer doucement, comme si elle sentait la tension, comme si elle comprenait déjà quelle était la cause de ce rejet. Aya la serra contre elle. « Ne t'inquiète pas. » murmura-t-elle à l'enfant. « Je ne t'abandonnerai pas. » Elle se tourna une dernière fois vers Kofi. « Un jour, tu comprendras l'erreur que tu fais aujourd'hui. » Mais il ne répondit pas. Sans un regard en arrière, Aya franchit la porte, sous les yeux curieux des voisins déjà rassemblés, et marcha droit devant elle, sans savoir où elle allait, avec pour seule certitude cette petite vie contre son cœur. Ce jour-là, Aya perdit son foyer, son mari, et le peu de dignité que le quartier lui accordait encore. Mais ce jour-là aussi, sans le savoir, elle venait de gagner quelque chose de bien plus fort, le courage de choisir l'amour, même quand tout le monde choisissait de la rejeter. Et dans ses bras, l'enfant abandonné, qu'elle nommerait plus tard Kenza, respirait calmement, comme une promesse silencieuse que cette histoire ne faisait que commencer. Après avoir été chassée de Yopougon avec pour seul bagage quelques vêtements usés et un enfant qu'elle venait à peine de nommer Kenza, Aya erra plusieurs jours avant de trouver refuge dans une zone rurale pauvre, loin du bruit de la ville, là où personne ne connaissait son histoire et où personne ne la pointait du doigt. Le village était modeste, presque oublié du monde moderne, avec des routes poussiéreuses, des maisons basses aux murs fissurés, et une vie rythmée par le lever du soleil et le chant des grillons à la tombée de la nuit. C'est là qu'Aya décida de recommencer à zéro. Avec le peu d'argent qui lui restait, elle rouvrit une petite boutique de friperie, installée sous un auvent en tôle, juste au bord de la route principale, où passaient parfois des motos, des camions fatigués et quelques voitures pressées. Chaque matin, elle disposait soigneusement ses vêtements sur des cintres rouillés, Kenza assise non loin d'elle, jouant avec des morceaux de tissu ou dessinant dans le sable. Les années passèrent ainsi. Kenza grandissait, et plus elle grandissait, plus sa beauté devenait troublante. Ses traits étaient fins, son regard profond et intelligent, et surtout, il y avait quelque chose en elle qui attirait naturellement l'attention, une présence douce mais lumineuse, comme si la vie avait voulu compenser l'abandon de ses premiers jours. Souvent, les clients s'arrêtaient devant la boutique, non seulement pour acheter, mais aussi pour observer l'enfant.
Cette petite est spéciale, disaient certains. On dirait une enfant de riche, murmuraient d'autres. Aya se contentait de sourire, serrant parfois Kenza un peu plus fort contre elle, comme pour la protéger d'un destin qu'elle ne comprenait pas encore entièrement. 3 années s'écoulèrent ainsi, jusqu'au soir où tout bascula. Ce jour-là, le ciel s'assombrissait lentement lorsqu'une voiture luxueuse, brillante et imposante, apparut au bout de la route poussiéreuse. Le moteur fit un bruit étrange, puis s'éteignit brusquement, juste devant la petite boutique d'Aya. La voiture resta immobile quelques secondes, avant que la portière ne s'ouvre. Une jeune femme élégante en sortit. Elle portait une robe coûteuse, des bijoux discrets mais précieux, et parlait au téléphone avec une assurance qui trahissait une vie confortable. Son visage exprimait l'agacement. « Allô ? Oui, la voiture est tombée en panne, non, je ne sais pas où je suis exactement, en pleine brousse, je crois. » Aya observa la scène avec curiosité, tandis que Kenza, qui jouait devant la boutique, leva la tête et fixa la jeune femme. À cet instant précis, la jeune femme s'arrêta net. Son regard se posa sur Kenza, et son visage changea brusquement, comme si elle venait de voir un fantôme. Elle s'approcha lentement, oubliant presque son téléphone encore collé à l'oreille. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Aya sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Madame, ça va ?» demanda-t-elle poliment. La jeune femme raccrocha sans répondre, incapable de détacher ses yeux de Kenza. « Cet enfant » dit-elle d'une voix tremblante. « Elle me ressemble ?» Aya fronça les sourcils. « Pardon ?» La jeune femme recula légèrement, cherchant ses mots, puis sortit son téléphone et composa un numéro avec empressement. « Frère, viens ici tout de suite. »« Je t'en prie. » Moins d'une heure plus tard, une autre voiture arriva, encore plus luxueuse. Un homme en descendit. Grand, élégant, le regard sérieux, il dégageait une autorité naturelle. C'était Hassan, PDG d'une grande entreprise de la place, un homme respecté, puissant et visiblement troublé dès qu'il posa les yeux sur Kenza. Il s'approcha lentement, s'accroupit devant l'enfant, et la regarda longuement, comme s'il cherchait à reconnaître quelque chose de profondément enfoui en lui. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il finalement. « Kenza » répondit Aya, la voix prudente. Hassan inspira profondément. « Il y a plusieurs années, commença-t-il, j'ai eu une enfant avec une femme qui ne voulait pas être mère. Elle a disparu du jour au lendemain et l'enfant aussi. » Aya sentit son cœur s'emballer. « Où » murmura-t-elle. « Près de la lagune ébriée. » Le monde sembla s'arrêter. Aya sentit ses jambes trembler, et elle dut s'asseoir pour ne pas tomber. « C'est là que je l'ai trouvée » dit-elle faiblement. Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'émotions inexprimables. Le lendemain, ils se rendirent à l'hôpital. Le test ADN fut effectué, et l'attente sembla interminable. Quand le médecin revint avec les résultats, Hassan comprit avant même qu'on parle. « Elle est ma fille. » Aya sentit les larmes couler. Ce jour-là, elle comprit que la lagune ne lui avait pas seulement confié un enfant, elle lui avait confié un destin. Lorsque la vérité fut enfin établie et que le test ADN confirma sans l'ombre d'un doute que Kenza était bien la fille biologique de Hassan, un long silence s'installa dans la pièce, un silence lourd mais chargé d'un mélange étrange de soulagement, de gratitude et d'émotions brutes, comme si le destin venait enfin de révéler le sens caché de toutes ces années de douleur. Hassan resta longtemps assis, le regard perdu dans le vide, incapable de détacher ses yeux de Kenza qui jouait tranquillement avec un stylo, inconsciente de l'onde de choc qu'elle venait de provoquer dans la vie de tous les adultes présents. « Tout ce temps » murmura-t-il enfin, la voix tremblante, « tout ce temps, ma fille était vivante. » Aya, assise près de lui, sentit son cœur se serrer, partagé entre la peur de perdre l'enfant qu'elle avait élevé comme la sienne et la paix intérieure de savoir qu'elle n'avait jamais fait le mauvais choix en la sauvant. « Je ne l'ai jamais considéré comme un fardeau. » dit-elle doucement. Kenza m'a redonné la force de vivre quand tout le monde m'avait abandonné. Hassan leva les yeux vers elle, profondément touché par ses paroles, et à cet instant précis, il ne vit plus seulement une femme courageuse, mais une mère au sens le plus noble du terme. Quelques semaines plus tard, Hassan insista pour qu'Aya et Kenza viennent s'installer chez lui, dans sa grande maison luxueuse située à Cocody, un quartier paisible aux rues bordées d'arbres, loin du bruit et des jugements du passé. Pour Aya, franchir le portail de cette maison fut un choc silencieux. Elle, qui avait connu la précarité, la honte et le rejet, se retrouvait désormais dans un univers de confort et de respect. Mais ce qui la toucha le plus, ce ne fut ni la grandeur des pièces, ni les meubles élégants, ni le jardin parfaitement entretenu. Ce fut la manière dont Hassan traitait Kenza. Chaque matin, il l'accompagnait à l'école, l'écoutait raconter ses petites histoires, riait avec elle, apprenait à devenir père avec une patience et une douceur qui surprenaient même Aya.
Un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois dans le calme, Hassan posa soudain sa fourchette et regarda Aya avec sérieux. « Tu es diplômée, n'est-ce pas ?» Aya hocha la tête, un peu surprise. « Oui, une licence en économie. » Hassan esquissa un léger sourire. « Mon entreprise a besoin de personnes compétentes et honnêtes. Si tu l'acceptes, j'aimerais que tu travailles avec moi. » Aya resta sans voix. « Moi ? » ?»« Oui, toi. Tu as été forte quand tu n'avais rien. Tu as élevé ma fille sans rien attendre en retour. Ce genre de valeur ne s'apprend pas dans les grandes écoles. » Ce jour-là, Aya ne reçut pas seulement un emploi, elle reçut enfin la reconnaissance qu'elle n'avait jamais eue. Les mois passèrent, et la cohabitation transforma peu à peu leur relation. Entre les réunions, les repas partagés, les discussions tardives sur la terrasse pendant que Kenza dormait, une complicité naturelle s'installa, d'abord discrète, presque timide, puis de plus en plus évidente. Un soir, alors que la pluie tombait doucement sur Cocody, Aya se confia enfin. « Tu sais, j'ai longtemps cru que j'étais maudite. » Hassan la regarda avec attention. « Tu ne l'as jamais été. Tu étais simplement sur un chemin difficile. » Ces mots, simples mais sincères, touchèrent Aya en plein cœur. Leur amour naquit sans bruit, sans promesse précipitée, comme une évidence qui s'impose avec le temps. Et lorsqu'Hassan lui demanda de l'épouser, ce ne fut ni par devoir ni par gratitude, mais par amour profond et respect sincère. Le mariage fut célébré quelques mois plus tard, dans une ambiance grandiose et chaleureuse. Aya, vêtue d'une robe élégante, avançait le sourire aux lèvres, non pas celui d'une femme qui cherche à prouver quelque chose, mais celui d'une femme enfin en paix avec elle-même. Lorsque Kofi apprit qu'Aya s'était mariée à un homme riche, respecté et aimant, son cœur se serra douloureusement. Adjoa, celle pour qui il avait tout sacrifié, l'avait quitté depuis longtemps pour un homme plus fortuné, le laissant seul avec ses regrets et ses choix. « J'ai perdu une femme en or », murmura-t-il un soir, trop tard pour réparer quoi que ce soit. 4 mois après le mariage, la nouvelle tomba comme une bénédiction, Aya était enceinte. Elle eut des jumeaux. Cette fois, aucune peur ne l'envahit, aucune angoisse ne l'empêcha de dormir. Elle se sentait protégée, entourée, aimée. Et chaque soir, en regardant Kenza jouer avec ses petits frères, Aya repensait à son parcours, à la douleur, au rejet, à la lagune, et elle comprit enfin que certaines épreuves ne sont pas des punitions, mais des détours nécessaires vers une destinée plus grande. Car parfois, ce que la vie nous arrache d'une main, elle nous le rend au centuple, à condition de ne jamais perdre notre humanité. L'histoire d'Aya nous rappelle une vérité profonde. Dans la vie, ce que les hommes rejettent peut devenir la source de notre plus grande bénédiction. Accusée, humiliée, abandonnée, Aya a pourtant continué d'avancer, et c'est dans sa douleur que son destin s'est transformé. Cette histoire nous enseigne que la patience finit toujours par triompher là où la méchanceté pensait gagner. Dis-nous en commentaire, penses-tu que le rejet peut parfois être une protection déguisée? Et si tu étais à la place d'Aya, aurais-tu eu la force de continuer? Et depuis quel pays tu nous suis? N'oublie pas de liker, t'abonner, et partager cette histoire pour soutenir les histoires africaines vraies et inspirantes. Car parfois, une seule histoire peut redonner espoir à quelqu'un qui souffre en silence.